On a sorti un observatoire chez Shift et c'est vraiment cette volonté de prouver qu'il y a encore un besoin d'interopérabilité entre les outils métiers et qu'une solution non connectée demain va petit à petit mourir. Ça reste pour moi le time to market qui est un des facteurs essentiels. Si tu as besoin d'être rapide et que ça te met 6 mois à construire, voire 3 ans, autant faire un partenariat. Donc pour moi, c'est le critère numéro 1. On a sorti une carte de crédit, une vraie carte de crédit, sans compte à ouvrir et à précréditer auparavant. Donc on est la première vraie carte de crédit en France, entre guillemets. Et ça, c'est un produit qui a été shippé en quelques semaines. Et c'est exactement ce qu'on fait avec la facturation électronique. On va offrir notre plateforme agréée aux éditeurs de logiciels qui ont besoin de se mettre en conformité. Parce que en fait, cette conformité, pour nous, c'est une commodité. Et automatiser up, ça veut dire répondre aux clients de manière plus rapide encore. Donc chez nous, 97% du flux est aujourd'hui complètement automatisé. Le partenariat et l'alliance resteront humains. Bienvenue dans Alliance, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un super épisode avec 3 experts autour d'un sujet qui est top. Est-ce qu'il faut mieux construire, faire du partenariat ou acheter ? Et donc pour ce faire, j'ai 3 experts avec moi aujourd'hui que je vais laisser se présenter. Merci Maxime pour l'invitation. Donc je me présente, Arnaud Dessin, General Manager de la connectivité chez PennyLane. Donc PennyLane, c'est un SaaS B2B, plateforme financière pour les entreprises et leurs experts comptables. La connectivité chez PennyLane, qu'est-ce que c'est ? C'est comment en tant que SaaS, on s'interface à d'autres outils et d'autres partenaires technologiques. Aujourd'hui, c'est une business unit d'une 40aine de personnes qui englobe produits, tech et partnerships. Et nos enjeux du moment, ça va être surtout autour de la facturation électronique, comment c'est un accélérateur pour développer du business avec nos partenaires, autour de l'IA, bien sûr, autour de l'internationalisation, puisqu'on est présent en France aujourd'hui, mais on vient de lancer l'Allemagne et peut-être d'autres pays à venir en Europe. Donc voilà un petit peu mes enjeux du moment. Et puis je passe la parole à Charlotte. Bonjour à tous, Charlotte Gounod, DGD chez De Facto. De Facto, on est une fintech et on fait du financement de BFR. Tout type de financement BFR, aussi bien le poste client que le poste fournisseur. Et on a financé aujourd'hui à peu près 20 000 entreprises pour un peu plus d'1,5 milliard d'euros. Super. Donc me concernant, Philippe Schneider, je travaille en tant que Strategic Partnership chez Shift. Shift, c'est une plateforme d'intégration. On est basé à Bruxelles, on opère sur toute l'Europe et on est spécialisé dans les intégrations à finalité financière. Donc spécialisé intégration comptable, intégration caisse, e-commerce, etc. Et on supporte du coup les intégrations de manière embedded auprès des différents éditeurs de logiciels, fintech et néobanques dans le monde. Super. Ravi d'être là. Merci pour l'invite. Avec plaisir. Moi, je suis content de voir tous les 3, en plus de tous les 3 partenaires. Donc on pourra en parler par la suite. C'est un super sujet parce que moi, je suis forcément à fond dans les partenariats, mais il y a aussi toute la stratégie produit qui va avec, entre justement, est-ce qu'il faut mieux buy, build ou partner. Peut-être pour commencer, et avec toi Arnaud, comment est-ce que tu prends un peu ces décisions sur les intégrations entre est-ce qu'il faut mieux build, buy ou partner ? C'est quoi tes critères de décision aujourd'hui chez PennyLane ? On en avait discuté déjà il y a quelques mois avec Philippe autour d'un autre podcast. Ça reste pour moi le time to market qui est un des facteurs essentiels. Si tu as besoin d'être rapide et que ça te met 6 mois à construire, voire 3 ans, autant faire un partenariat. Donc pour moi, c'est le critère numéro 1. Ensuite, forcément, il y a d'autres choses qui vont venir derrière. Si tu fais un partenariat au début, mais c'est quand même ton core business et que tu décides de l'internaliser dans 2 ans, ça fait sens de le faire à un moment donné. Donc dans ces choix, il faut quand même aussi constamment les remettre en question et être OK pour modifier la nature d'un partenariat aussi au cours du temps. Et sur la partie plus buy, je veux dire, c'est plutôt... Si c'est pas spécialement ton core business, une commodité, je donne un exemple, par exemple, on a besoin de s'interfacer avec une solution de vérification d'identité. Il n'y a pas de forte valeur ajoutée à PennyLane de le faire, ça existe déjà, c'est une commodité, on va payer par vérification d'identité qu'on fait, ça rentre dans notre business model. Si un jour ça nous coûte trop cher, peut-être qu'on décidera de l'internaliser, mais c'est pas du tout le cas aujourd'hui, donc on s'arrête là, quoi. Ok, donc ça c'est tes critères à toi en tout cas, quoi. Charlotte, toi, est-ce que tu as un retour d'expérience là-dessus ? Ouais, chez De Facto, du coup, on se distribue à la fois de manière directe, donc les entreprises peuvent venir à nous, mais aussi de manière embedded. Et c'est là où on travaille notamment avec Shift et PennyLane par exemple. On a une 30aine de partenaires de distribution et on propose en fait différents modes d'intégration
pour justement répondre aux différents besoins des partenaires. Parce qu'on parle souvent d'intégration et on a l'impression que c'est un gros projet de s'intégrer nativement. Donc on peut s'intégrer nativement, comme on l'est chez Penny Lane, où on est directement distribué dans le produit. Et donc ça demande à la fois une intégration d'un point de vue technique et une interopérabilité des données, mais également de développer un flux et une UX ensemble. On peut également s'intégrer de manière plus light, c'est-à-dire des redirections des clients, mais un partage de données efficace qui permet aux clients d'être redirigés de manière très simple, très fluide. Voilà. Et chez DeFacto, on propose les différentes briques, les différents niveaux d'intégration pour s'adapter à la bande passante des partenaires, pour s'adapter aux besoins, pour pouvoir tester également l'intérêt au début d'être connecté, d'être intégré, et puis petit à petit approfondir le partenariat jusqu'à être nativement intégré, comme on l'est par exemple chez Penny Lane sur la partie compte pro aujourd'hui. Ouais, génial. Et puis c'est vrai qu'on en avait parlé aussi, j'en avais parlé avec Mathieu à un moment sur la partie partenariat. Enfin, vous êtes aussi beaucoup distribué par les partenaires chez vous. C'était en tout cas un choix fort dès le départ sur la distri, c'était super intéressant. Philippe, toi tu as la vision plutôt tech aussi avec justement une multitude de partenaires. Comment tes clients voient ça, tes partenaires voient ça toi ? Je pense que donc, je dirais que déjà pour commencer, chaque intégration est différente pour un éditeur de logiciel. On va avoir, et là c'est là où je te rejoins complètement, tu as une matrice décisionnelle qui est basée sur l'urgence de mise à disposition de l'intégration. Donc là, on va parler de go-to-market. Et de l'autre côté, on va parler plutôt de le fait de si l'intégration est vraiment liée à ton core business. Et cette matrice de décision, elle va dépendre de si c'est non urgent et qu'elle est importante pour toi, tu as tout intérêt à la construire par toi-même parce que tu vas pouvoir aller plus loin dans l'intégration. Par contre, si c'est un besoin qui est immédiat et urgent, immédiat et faisant partie de ton core business, tu as tout intérêt à même faire du partenariat avec plutôt une API unifiée comme on la propose chez Shift, où tu as directement accès en marque blanche. Tu peux proposer en marque blanche des intégrations que tu achètes, entre guillemets, mais que tu proposes de manière quasiment native dans ta solution. Et il est vrai que c'est là où je te rejoins, à un moment donné, l'un peut remplacer l'autre, à un moment donné, tu peux très bien revenir sur une intégration que tu avais acheté ou que autour duquel tu avais fait un partenariat avec un Unified API tel qu'on l'est chez Shift pour revenir et l'intégrer comme une intégration qui est native. Je pense qu'on a plusieurs cas de figure ensemble en ce moment et c'est tout à fait légitime et cohérent. Et c'est vrai que de l'envers du décor, nous on observe tout ça. Alors forcément, pour prêcher pour ma paroisse, je dirais toujours que autant directement adresser un marché total très important et immédiat avec un Unified API qui va te permettre d'avoir un go-to-market direct sur un large spectre d'intégration et de pouvoir derrière utiliser cette panoplie d'intégration comme un moteur produit mais adressé et piloté par le go-to-market. Ok. Et juste par rapport à votre matrice là, que vous discutez, quelles équipes vous impliquez pour prendre ces décisions et comment est-ce que vous avez un comité où vous en discutez, comment vous réfléchissez de manière stratégique autour de tout ça? Je vous donne mon exemple sur les partenariats, notamment, on parle, je pense plutôt là de partenariats technologiques où on va venir s'intégrer. Il y a une vraie gestion de projet derrière à avoir qui n'est pas toujours évidente et où je trouve qu'il y a beaucoup de boîtes qui se foirent parce que justement on veut aller trop vite ou alors on n'a pas la bonne vision ou alors on n'a pas la ressource tech ou le produit parfois n'a pas été impliqué. Comment est-ce que vous faites cette matrice? Comment est-ce que vous décidez un peu en interne pour aller sur les bons sujets, en tout cas prendre les bonnes décisions, en tout cas penser prendre les bonnes décisions? C'est un très bon point et c'est pour ça qu'il y a un an on a décidé chez Penny Lane, et c'est à ce moment-là que je les ai rejoints, de créer une business unit où tu as à la fois produit, engineering et partenariat. Et donc en fait la décision elle est commune, mais en effet sinon ça peut être un pain point d'avoir le produit qui dit ok moi je le mets dans ma roadmap mais c'est dans un an, les partenariats qui voulaient lancer dans 6 mois, les sales qui avaient vendu le truc dans 3 mois, ça aurait pu être un véritable problème. Donc nous on a créé cette business unit. J'ai quand même un besoin de synchronisation avec les équipes pour le go-to-market côté sales et success, mais ça facilite quand même largement la prise de décision. Ok, mais là, donc, ça veut dire que c'est toi, ton équipe qui aujourd'hui gère tout on derrière. décide comment on va y aller. Est-ce que ça va être un partenaire, nous en interne, et des fois c'est conjoint. On a un exemple avec Shift par exemple, on a une connexion avec un outil qui s'appelle ACD. On est parti très vite avec Shift là-dessus. On s'est rendu compte qu'il y avait des clients pour lesquels ça ne convenait pas parce qu'ils n'ont pas l'API de cette solution. Donc nous en parallèle on développe une solution complémentaire d'échange de fichiers plats et on aura les deux solutions qui marchent en parallèle. On allait très vite avec Shift au début qui va convenir à 50% du marché. Et nous, on a pris un peu plus de temps pour refaire le truc in-house chez nous sur un autre type de solution qui conviendra aux 50%. Donc c'est hyper complémentaire. Et au moins, on a la décision au sein de la business unit de comment on y va. Ok. Peut-être toi, Philippe, je te pose la question aussi. Je vais la poser un peu indirectement à Charlotte parce que tu es aussi un peu de l'autre côté ou autre. Mais toi, comment tu vois ça aussi?
Au niveau du build, comment on définit finalement notre roadmap? Ouais, mais même l'intégration, tu vois, comment tes clients, si tu veux, prennent les Ouais. décisions. Est-ce que tu vois, tu as des best practices qui remontent, tu vois, entre. Bah, forcément, toi, tu t'es l'API unifiée, donc tu vas forcément avoir beaucoup ce côté-là. Mais est-ce que tu vois, ils te font remonter des infos sur leur prise de décision, leur organisation interne, un peu comme Penny Lane, bah, où tu te dis, bah, j'ai créé un département et finalement tout le monde est aligné et je trouve ça top et je vois pas beaucoup d'ailleurs sur beaucoup de boîtes et ça c'est génial. Est-ce que tu as aussi des best practices comme ça qui remontent ou pas forcément? Bah, je dirais pas, enfin, pas forcément. La prise de décision, on va avoir notamment des acteurs américains qui débarquent en Europe et qui comprennent pas que l'Europe c'est un marché qui est ultra fragmenté, que ce qu'ils connaissent outre-Atlantique, avec trois connecteurs, tu as 80% de part de marché et puis c'est la fiesta. Euh, En Europe, c'est différent. Là, on vient de sortir une étude au niveau de l'accounting tech en Europe. On s'est focalisé sur 15 pays. 15 pays, il y a déjà 180 systèmes comptables différents, sur des systèmes qui sont des fois un peu préhistoriques, qui fonctionnent avec des agents locaux, etc. Et donc, tout ça pour dire que quand on a ces acteurs qui viennent, nous, on est plutôt consultés en tant qu'experts de ces intégrations et on les aide à y voir plus clair, à être dirigés. Et on est là aussi pour les guider, dans certains cas, à directement leur dire, pour cette intégration-là, on vous conseille plutôt de passer sur une intégration native, parce que forcément, on est au fait qu'en tant qu'API unifié, on va traiter un go-to-market immédiat, mais derrière, la profondeur fonctionnelle, elle risque d'être limitée. On se doit, en tant qu'API unifié, d'unifier, et donc l'unification, c'est à sens contraire de la customisation. Donc du coup, on est là pour les guider, on est moins là pour subir des fois des décisions stratégiques, mais on travaille en concert et je dirais. Et après, nous, c'est là où il y a, comme on fait du coup en interne que du build, et là, c'est plutôt un point sur comment est-ce qu'on va driver notre roadmap. Et notre roadmap, elle est basée sur des décisions qui sont stratégiques de développement, sur des remontées prospects, des remontées clients. Et puis, on a un connecteur committee qui se passe une fois par mois. On aligne toutes les demandes internes, externes, et on décide en fonction de notre capacité, ce vers quoi on va aller et ce qui va diriger la roadmap. Forcément, en ce moment, la RFE en France, ça pèse pas mal. Bon, on va en parler après. Peut-être toi, Charlotte, à l'inverse, bon, tu le fais aussi en interne, mais tu es énormément distribué avec De Facto. Comment est-ce que tu aides peut-être les autres à prendre cette décision d'aller partenaire avec toi, par exemple avec Penny Lane ou même tu l'as fait avec SG Factoring ou autre. Comment tu les aides à prendre cette décision? Je pense que c'est aider le partenaire à bien préciser son besoin et qu'est-ce qui le motive. Est-ce que c'est de la rétention de clients, attirer des nouveaux clients, monétiser une base client existante et donc créer un nouveau produit, une nouvelle layer et du coup se posera la question de l'articulation, etc. Et une fois que ce besoin est bien précisé, ça permet de définir des objectifs assez alignés en termes de ROI, de partage de la valeur, etc. Et puis ça permet généralement d'aligner la roadmap. C'est-à-dire que si c'est de la rétention client, mais que l'entreprise est plutôt dans une phase de nettoyage de sa base client et de recentrer sa base client sur quelque chose, en fait, le projet va être naturellement, après par la suite, être dépriorisé. Et il faut vraiment éviter ça, à la fois pour nos partenaires et pour nous, de facto, pour ne pas passer du temps à intégrer un partenaire et où ça va laguer, la mise en œuvre va laguer. Et donc, je pense que c'est l'expression du besoin, comme on dit pompeusement. C'est tout simplement, en fait, bien comprendre et faire en sorte qu'au sein des équipes du partenaire, l'objectif est bien compris, pour qu'ensuite ce ne soit pas dépriorisé. Et si l'objectif est très clair, ça permet aussi de voir quels modes d'intégration peuvent être retenus. À nouveau, en fait, il y a différentes phases d'intégration, différents degrés d'intégration, où la ressource, par exemple, tech, qui va être très précieuse aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises, peut être plus ou moins investie. Voilà. Et puis, nous, on essaye d'aider aussi nos partenaires à mettre en fait les différents modes de décision dans le bon ordre pour en fait que le temps passé par le partenaire à nous intégrer soit le plus simple possible. Donc mettre les ressources tech au bon moment, bien définir le produit, les flow of funds, etc., ou les flow of data au bon moment. Et une fois que ça s'est précisé, seulement lancer la phase d'intégration. Et là, en fait, dès qu'il y a des petites questions supplémentaires qui se posent au quotidien, ça permet de gagner beaucoup de temps. Donc je dirais surtout, on aide, et nous-mêmes en interne, on le fait quand on décide d'intégrer des partenaires. Alors de facto, comme on est une entreprise régulée et supervisée, en fait, on maîtrise la totalité de la chaîne de valeur. Donc en fait, on intègre très peu de solutions tierces et on maîtrise toute la chaîne de valeur. Mais ça nous arrive pour un ou deux sujets justement assez commoditisés, comme tu le disais tout à l'heure, où on intègre d'autres. Et nous-mêmes, en fait, on se pose toujours la question de pourquoi est-ce qu'on le fait et du coup, pourquoi est-ce qu'on le priorise maintenant. Et une fois qu'on est clair là-dessus, après en 3 mois, généralement, l'intégration se fait. Génial. J'ai aussi une question qui revient très fréquemment, c'est sur ces intégrations, comment on peut les monétiser
ou est-ce qu'on doit les monétiser déjà? C'est pas toujours le cas. La facturation électronique peut être un très bon cas. Enfin, tu as fait un choix fort aussi, Arnaud, qui est un choix gratuit avec votre offre chez Penny Lane. Comment est-ce qu'on doit prendre cette décision? Quelles sont les bonnes remontées de terrain là-dessus? Ouais, et encore une fois, il n'y a pas une solution, ça dépend de l'intégration. Il y a plusieurs types d'intégration. Il y en a qui vont être plutôt, on va dire, pour automatiser l'excellence opérationnelle, l'efficacité, quoi. Il y en a d'autres qui vont être créer de la valeur plus business, typiquement avec un de facto où on va permettre d'améliorer sa trésorerie à des entreprises. Donc là, ça touche plus directement, pas du temps humain gagné, mais directement à l'EBITDA de l'entreprise. Donc ça a plus de valeur concrète à mesurer. Donc c'est plus simple de la monétiser directement, alors que quelque chose qui va toucher plus à l'automatisation, c'est un peu plus complexe d'avoir un modèle économique derrière. Donc déjà, nous, quand on décide de monétiser une intégration, on va se dire, est-ce que je la mets en fait dans le plan payant avec les intégrations, et c'est pas l'intégration en tant que telle que je monétise, mais elle est derrière le plan. On a un plan essentiel où tu as accès à toute l'API et les intégrations. Ou est-ce que en fait, c'est quelque chose qui touche directement au revenu ou à la marge d'une entreprise, et auquel cas je peux prendre un cut, des commissions, des choses comme ça. Donc il y a déjà ces deux aspects. Et ensuite, il y a... si je réfléchis aussi dans le cycle de vie d'une entreprise, si tu as un marché à pénétrer, les intégrations, ça peut être aussi un très bon moyen si tu les monétises pas directement, mais indirectement en faisant de l'acquisition massive de clients, en disant ok, je les offre. Et c'est exactement ce qu'on fait avec la facturation électronique. On va offrir notre plateforme agréée aux éditeurs de logiciels qui ont besoin de se mettre en conformité. Parce que en fait, cette conformité pour nous, c'est une commodité. Nous, en plus, ça rentre dans notre modèle économique, parce qu'avant d'avoir la facturation électronique, on paye des coûts d'OCR, en fait. Donc on est capable d'absorber, vu qu'on n'aura plus besoin des coûts d'OCR, on va être capable d'absorber ça et de l'offrir, la plateforme agréée à nos partenaires. Et nous, en fait, ça nous permet d'adresser des marchés qu'on n'était pas capable d'adresser avant, parce qu'on va aller se maquiller avec des partenaires du BTP, de l'e-commerce, etc., qui vont mettre leurs clients chez nous pour avoir la plateforme agréée de Penny Lane. Et nous, ensuite, on pourra leur proposer des services additionnels à plus forte valeur ajoutée que d'une simple mise en conformité, quoi. Donc là, dans ce cadre-là, on a décidé de l'inclure dans tous nos plans, y compris les plans gratuits, quoi. Ok, génial. Est-ce que vous avez des best practices aussi, Charlotte, Philippe? Moi, j'ai un avis qui est assez tranché sur la question, c'est que les stratégies de la monétisation des intégrations, elle est essentielle, mais elle ne doit pas forcément être directe. Et on voit que les stratégies d'intégration de nos clients et partenaires qui fonctionnent le moins bien, c'est les partenaires et clients qui cherchent à monétiser de manière frontale l'intégration. Et c'est ce qu'on appelle de l'add-on. Si on met un produit en add-on, sans avoir la possibilité en tant qu'utilisateur final de tester l'intégration, de voir ce qu'elle fait, de voir ce qu'elle t'amène, c'est très complexe. Et en fait, il y a un effet pervers à ça, c'est que une solution qui est fortement intégrée aujourd'hui, elle amène tellement de stickiness à ta base client que en fait, c'est tout à l'intérêt de l'éditeur d'intégrer son client pour lui permettre et surtout pour le locker, parce qu'un client bien connecté, c'est un client qui n'ira pas regarder à la concurrence et qui du moins aura plus de complexité à changer de solution parce que peut-être moins connecté. Et donc du coup, forcément, nous on est plutôt dans une logique très similaire à celle de toi, Arnaud. La logique, c'est pas de donner les intégrations de manière gratuite, c'est pas le terme, mais c'est de les monétiser de manière indirecte, en les packageant, en faisant des bundles, en ayant des leviers de cross-sell, d'upsell, etc. Et c'est ça qui fonctionne. En fait. Si je prends par exemple l'exemple de la facturation électronique, de facto on est intégré dans une dizaine de PA, de plateformes agréées. On voit différentes stratégies, mais la plupart des plateformes agréées vont soit en fait ne pas pricer, soit vont dégager en fait quelques centimes de facturation à la facture. Donc c'est pas ça qui vont les faire vivre. Et nous de facto, en apportant la brique financement par exemple, on sait que pas mal de plateformes agréées sont là pour apporter de la stickiness, apporter en fait de l'offre qui fait que c'est un différenciant par rapport à d'autres plateformes. Donc ça peut être ça, le critère de monétisation en fait entre guillemets, c'est de la rétention client. Ça peut être une monétisation en augmentant l'ARPU, le revenu moyen par utilisateur. Et donc là, nous, ça veut dire faire une commission d'apporteur d'affaires. Et ça peut être aussi la satisfaction. Tu en parlais tout à l'heure. Mais très concrètement, c'est quel score de satisfaction, quelle cible on se donne, etc. Et nous, de facto, on n'a aucun problème à avoir ce genre de logique. Parce qu'à nouveau, ça permet de bien comprendre le besoin
et de s'aligner du coup sur après les démarches. C'est-à-dire qu'une fois que l'intégration est faite, c'est comment est-ce que le produit est commercialisé, à qui, à quelle base client, qui on cible d'abord, à quel rythme est-ce qu'on en fait un produit add-on où le client vient, mais si en fait un partenaire nous intègre pour augmenter sa base client, faut avoir une démarche commerciale un peu différente. Donc il y a aussi tout ce qui vient avec. Dans la monétisation, il y a toute la stratégie de mise en avant ou non, de déploiement du produit. Est-ce que de manière globalisée, à quel rythme on relance, comment est-ce qu'on fait pour de l'activation, de la rétention sur ce produit, si c'est à des fins de monétisation pure, au sens ROI direct, voilà. Sinon, il y a tous les effets indirects de rétention, d'acquisition, de différenciation par rapport au marché. Et moi, je vous rejoins parfaitement là-dessus. Et ce que je vois souvent, c'est qu'on a du mal à un peu regarder la LTV, mais vraiment aussi tout ce qui va derrière sur du long terme, vraiment apporter beaucoup de valeur à la boîte. On regarde parfois trop le court terme, forcément, aussi on est dans une époque qui va ultra vite et on veut du ROI. Mais ouais, il y a la LTV qui est forcément hyper importante. Est-ce que quand on a plus d'intégration, on a un meilleur CAC aussi? Est-ce que ça, c'est des choses que vous voyez? Ouais, enfin, je te vois au chez on commence à monitorer ça, mais on structure ce département depuis 1 an, donc on a encore du taf à faire côté Data Insights. Mais nous, on voit que dès que tu utilises 2 ou 3 intégrations, tu as une LTV plus grande parce que tu te churnes moins, en effet. Pas forcément parce que tu as pris des plans au-dessus, mais plutôt sur ta lifetime value. Et sur la partie plus CAC, forcément, en fait, vu que nous, par exemple, on distribue notre PA Penny Lane on a signé des deals avec des PrestaShop, des Henry, ça représente plusieurs centaines de milliers de clients potentiels. Mais en fait, nous, on démultiplie notre capacité d'acquisition par ce canal indirect, si tu veux. Donc, versus aller vendre en direct à des SMI avec du mass marketing, oui, forcément, c'est le cas qui est bien meilleur. Et d'ailleurs, c'était une force historique de Penny Lane, parce que là, ce qu'on est en train de faire sur ce canal indirect des éditeurs de logiciels, Penny Lane avait grandi comme ça historiquement via le canal indirect des experts comptables. Ouais. Donc oui, c'est une puissance à la fois sur le CAC et sur la LTV. Et puis d'un point de vue macro, en fait, les entreprises ont déjà plein de guichets, entre guillemets, ont déjà leurs différents outils. Donc je pense que ça a beaucoup de sens aussi en termes de démarche commerciale, de se dire comment est-ce qu'on peut intégrer en 2026, à l'heure des API, des MCP maintenant, etc., comment on peut intégrer nos différentes offres et les faire circuler en mutualisant, parce qu'une entreprise, quand elle a 20 commerciaux, elle reçoit 20 mails, en fait, la probabilité qu'elle ouvre son mail est quand même beaucoup plus réduite que si en fait on se dit on va essayer de commercialiser notre produit et de tester différents produits et à nous d'être bons après pour que le produit quelque part soit activé et que le client reste. Si on utilise le cockpit financier qu'utilisent les entreprises au quotidien, que ce soit leur plateforme d'experts comptables ou là où il y a leur compte. Et en ce sens, l'agrégation des différents produits, c'est vraiment le sens de l'histoire. Avant, une entreprise, elle avait peut-être 10 outils, son ERP, sa compta, sa banque en ligne, etc. Demain, en fait, elle va avoir un outil qui va lui permettre d'accéder à toute cette offre de valeur avec un cockpit financier. Et donc de faire de la distribution indirecte, je pense qu'on se rejoint tous là-dessus. Ouais, ça a quand même beaucoup de sens. Et ça va aussi dans la démarche de ce que demandent les entreprises, de ne pas avoir 20 guichets et d'avoir une forme de centralisation quand même de leurs outils. Et juste peut-être avant de t'écouter là-dessus, Philippe, mets-toi quelques chiffres, Charlotte, parce que vous êtes combien chez Defacto, et aussi le ratio peut-être nombre de sales ou partner manager versus pré-octroyé client derrière, je pense qu'il est assez intéressant pour trouver ça. On est 30 depuis peu chez Defacto, on gère en effet 20 000 clients actifs, et on a une équipe sales, 30 c'est au total, et l'équipe sales c'est 5 personnes, dont aussi le customer success, le support, etc. Donc en fait, en démarche commerciaux, on a surtout 3 un peu partenaires ou indicateurs d'affaires qui sont en charge d'entretenir la relation avec les partenaires des indicateurs d'affaires et de vraiment faire tout le travail fin que j'indiquais tout à l'heure, qui est de dire c'est quoi votre besoin, de faire le suivi des besoins, de conseiller en termes d'activation du produit, de voir si les taux d'activation sont moins bons via un partenaire plutôt qu'un autre, pourquoi, quels sont les besoins qui remontent clients, et du coup de faire en sorte que c'est pas parce qu'on est distribué de manière indirecte qu'on fait pas le travail en fait de produit, de retour, d'amélioration de produit, et qu'on distribue un produit de manière complètement uniformisée. On va chercher à améliorer l'activation dans chacun des canaux. Super. Philippe, tu voulais ajouter quelque chose là-dessus ? Juste au niveau du CAC, c'est vrai que nous, ce qu'on observe aussi, c'est qu'il y a des entreprises qui sélectionnent un outil comptable aujourd'hui avec les outils sur lesquels ils sont déjà interopérables mais qui ne sont pas encore utilisés dans l'entreprise. Donc du coup, par exemple, un entrepreneur va décider de prendre Penny Lane parce que peut-être qu'aujourd'hui, il utilise un Shopify qui penser à switcher vers PrestaShop et il va déjà regarder si l'intégration existe. Et du coup, ça a vraiment un effet sur l'acquisition client
à ce niveau-là pour avoir une force de persuasion. Sinon, complètement aligné, j'ai pas de... Ouais, ça devient, les intégrations deviennent un critère de décision d'achat. Ouais. C'est un no-brainer en fait d'aujourd'hui de ne pas être intégré et on le voit et encore plus avec la RFE qui arrive. D'ailleurs, on a sorti un observatoire chez Shift complètement indépendant de Shift qui s'appelle Connect Compta et c'est vraiment cette volonté de montrer l'interopérabilité qu'il y a en marge de la plateforme agréée et de prouver qu'il y a encore un besoin d'interopérabilité entre les outils métiers et qu'une solution non connectée demain va petit à petit mourir. Ouais. Ben, un bon exemple là-dessus, c'est Penny Lane, c'est un operating system. Ça se veut un backbone financier et comptable. On est incapable d'aller adresser tous les secteurs, les POS, l'e-commerce, le BTP, l'industrie, les services, etc. Donc nous, on construit vraiment une infrastructure, mais après pour tous les use cases spécifiques au métier, et je prends l'exemple du BTP, nous on n'est pas capable d'aller gérer les factures pro forma, les situations d'avancement sur les chantiers, les retenues de garantie, etc. Enfin, des choses très compliquées qui sont vraiment très liées au métier. Et en revanche, si on a un très bon partenariat avec quelques éditeurs de logiciels du BTP avec lesquels on a une intégration poussée, on va être capable d'automatiser tous les process métiers de l'entreprise et de les transformer après en compta, en écriture, pour avoir le lettrage automatique, etc. Enfin, on va être capable de vraiment bien automatiser tout ce qui leur prend du temps aujourd'hui. Et la facturation électronique va aider. En revanche, si l'APA et la solution compatible ne sont pas bien interfacées dans cet écosystème, ça va nécessiter de la double saisie, ça va rajouter une charge supplémentaire et des coûts avec l'expert comptable, etc. Bah, parlons-en justement, on avait prévu d'en parler et puis je pense que c'est le bon moment. Facturation électronique par rapport à toutes vos intégrations, qu'est-ce que ça change réellement là, à l'instant T et puis pour forcément les mois à venir avec la mise en conformité dès septembre? Je peux commencer éventuellement. Pour de facto, la réforme de la facturation électronique, c'est une opportunité à 2 titres. La première, c'est en canal de distribution, puisqu'on a des plateformes agréées qui vont vouloir du coup monétiser pour le coup leur base client et offrir la meilleure offre possible. Et quand on parle de facture, c'est bizarre de ne pas parler de financement du BFR et de proposer une offre là-dedans. Et puis en termes de données également, ça permet d'avoir des données quand même plus standardisées et structurées qu'aujourd'hui, avec des statuts, donc aussi des informations nouvelles. Et donc ça, c'est un outil pour nous, c'est un outil en termes de data, de scoring et aussi de détection des fraudes. Donc ça va permettre aussi d'améliorer notre produit à ce titre, avec du coup moins de points de contrôle où c'est le client qui doit renseigner et lever des points de contrôle, ils seront effectués directement et donc permettre de fluidifier l'expérience client. Donc c'est ça pour moi les grosses opportunités de la facturation électronique vu du périmètre de facto. Moi, je dirais que la facturation électronique, donc nous en tant que société belge, c'est vrai qu'on est déjà dedans. Vu qu'on est passé sur la facturation électronique, sur un schéma qui se veut plus simple que la France. On est sur une connexion directe sur le réseau PayPal. On est passé live au 1er janvier 2026. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant on voit les effets de la facturation électronique dans l'écosystème belge. Et c'est devenu une telle commodité qu'aujourd'hui, quand on discute un peu avec des entrepreneurs, ça devient tout à fait naturel de réceptionner sa facture, de les mettre à travers un outil qui permet de digitaliser cette facture. Et je trouve que la facturation électronique est un catalyseur de la digitalisation. J'ai un nom qui est agriculteur. Il a toujours fait ses factures sur papier carbone. Aujourd'hui, il a dû s'équiper d'une solution qui lui permettait d'émettre cette facture, de réceptionner des factures. Et puis ensuite, peut-être qu'il va commencer à s'intéresser à d'autres outils, etc. Et puis, on arrive et on revient sur l'interopérabilité de ceci. Si on revient sur la réforme en France, aujourd'hui, il y a, je pense, le mythe un peu de la solution compatible et de l'APA et de l'interopérabilité entre PA. Et on voit qu'il y a beaucoup de personnes, d'experts comptables, d'experts tout court, qui se trompent encore sur le sujet à penser que le rôle, c'est de ramener l'ensemble de ses clients sur sa plateforme agréée. Et on le voit aujourd'hui qu'il y a des solutions compatibles qui ne sont pas compatibles avec toutes les plateformes agréées du marché. Elles n'ont pas pour vocation de l'être. Par contre, il y a un sujet de pouvoir transmettre, collecter la donnée, non pas entre les plateformes agréées, mais entre les différentes solutions compatibles qui peut-être opéreront avec une plateforme agréée qui a été celle du choix soit de l'entrepreneur, soit de l'expert comptable. Yes.
Ouais, bah, tu vois là-dessus, enfin, moi je le vois pour aider, ça revient parce que tu disais des SaaS B2B verticaux. Ouais. Je te rejoins, la problématique que je vois derrière ça, c'est que les experts comptables, et ça c'est, je dirais, la responsabilité des SaaS, n'ont pas forcément la vue de ce que tu fais aussi, ou autre. Et parfois les experts comptables, ils vont pas avoir que une expertise de métier, ils vont travailler comme du BTP, mais avec plein d'autres secteurs d'activité. Et donc finalement ils vont recommander leur outil de production, et donc toi en tant que solution compatible, t'es pas forcément visible. Donc après, il y a aussi un gros travail, je trouve que ça c'est plutôt commercial côté des SaaS. Ouais. À aller se faire connaître peut-être au niveau des PA qui après peuvent aider, tu vois, Pennyline, j'en sais pas, avec les experts comptables en direct, mais aussi je pense en direct avec des experts du métier qui vont vraiment être peut-être un peu plus verticalisés et amener plus de clients derrière, quoi. Voilà. Je pense que là-dessus, ça dépend un peu de son métier aussi. Nous, chez De Facto, initialement, on voulait être quasiment marque blanche ou marque grise. Comme on fait du financement, on est obligé d'être identifié et d'être connu par les clients, et c'est une très bonne chose. Mais au début, on était d'accord pour mettre notre logo en tout petit, etc. En fait, on s'est rendu compte qu'un entrepreneur, une entreprise, donc le client final, souhaite savoir à qui il confie son BFR. Et souhaite en fait savoir qui est la banque derrière. Est-ce que la banque est solide? Est-ce que c'est dodgy? Est-ce que c'est du private credit ou du banking traditionnel, etc. Et aujourd'hui, du coup, on a des partenaires qui avant nous demandaient d'être en tout petit et de pas forcément de globaliser la marque, de maintenant de mettre De Facto limite en très gros pour pouvoir, comme un lien de confiance en fait, et comme un facteur de confiance pour que les clients prennent le financement. C'est pas un financement, je dirais, atypique ou autre, c'est vraiment un financement qui est là pour les accompagner dans la durée. Ils ne confient pas leur BFR à tout le monde. Et donc là-dessus, je te rejoins complètement, il y a un enjeu, je pense, pour les SaaS de bien faire valoir, soit sur les sujets de plateforme agréée, du coup, qui est la PA et vraiment agréé derrière, et du coup, la solidité, la compatibilité, l'interopérabilité, soit sur PayPal, soit avec l'annuaire. Mais ça dépend aussi un peu des produits, je pense, derrière. Il y a certains produits où, au contraire, il ne faut pas hésiter à justement communiquer sur son partenaire quand on intègre des partenaires qui ont une marque forte et qui peuvent contribuer à activer les clients. Ouais, super intéressant. Peut-être avant ça m'a amené à une question ou autre que je ne vous ai pas posée. Peut-être toi, Arnaud, là-dessus, qu'est-ce que ça t'a amené justement la RFE? Enfin, est-ce que tu veux partager des chiffres? Peut-être pas, mais sur tu vois, tout ce que ça amène à Pennyline, je pense que vous êtes peut-être le numéro 1 en France sur l'accélération, sur la... On n'a pas le droit de le dire. mais ouais, je pense qu'il c'est un accélérateur de fou. C'est une opportunité de dingue. Certains acteurs comme vous en 2026. C'est une opportunité de dingue. Et attention, il y a quand même une asymétrie sur cette réforme. Tout le monde veut avoir la paix de son côté, en effet. La réforme est très biaisée vers l'expert comptable. C'est une réforme qui va aider principalement les flux financiers et comptables et fiscaux. Parce que c'est des déclarations de TVA au final. Donc c'est pour ça que les solutions compatibles, elles sont un petit peu de l'autre côté de la balance. Aussi, la plupart des solutions compatibles, c'est de l'émission de factures. Il y en a certaines qui gèrent aussi les achats, mais la grande majorité, c'est de l'émission. Et l'émission, c'est moins grave la PA que tu choisis, parce que si tu es en vacances, tu poses dans 3 boîtes aux lettres différentes. En fait, tant que ça arrive au bon destinataire, dans la bonne PA, c'est bon. Mais finalement, le tuyau par lequel tu envoies, si ça passe par la boîte aux lettres X, Y ou Z, c'est moins grave. Donc il y a une grosse asymétrie entre les acteurs, et il y a aussi les banques qui essaient de tirer leur épingle du jeu, mais malheureusement, les banques, en fait, il y a peu d'intérêt d'automatisation avec la facturation électronique et les banques. Ce qu'elles ont capté par contre, c'est que si les factures, le centre névralgique de la facture n'est plus la banque, et ben, l'encaissement et le paiement ne se fera plus chez elles. Donc elles ont peur. Donc elles ont sorti leur offre de PA, mais malheureusement il n'y a pas une grosse valeur ajoutée en termes d'efficacité opérationnelle pour les dirigeants d'entreprise. Donc c'est vraiment sur la partie compta que les entreprises qui ont compris, qui ont mappé leur workflow, ils peuvent transformer de cette réforme qui est une pure mise en conformité réglementaire, et là n'importe quel PA suffit, quoi, en fait non, j'ai compris que mes flows, si tout est bien automatisé, mappé, les PA comptables vont vraiment tirer leur épingle du jeu et permettre d'automatiser le e-reporting, la CA3 et plein d'autres choses, sinon qui vont demander de la double saisie. Génial. Donc il y a un gros biais, et c'est pour ça je pense que les solutions compatibles sont un peu derrière par rapport à l'expert comptable. Ouais. Ok. Tu voulais rajouter un truc, Philippe? Non, mais pour rejoindre Arnaud, en fait, ce que l'observation et les questions qu'on a de la part de nos partenaires technologiques, qu'ils soient caisses ou solutions de facturation, c'est de dire ouais, mais j'ai peur que des experts comptables insistent parce que par exemple ils sont sur la PA de ChainTrust, de ne pas vouloir de vouloir forcer à me faire changer d'outil de facturation d'émission pour les ramener sur. Et en fait c'est là où en fait faut revenir à ce qu'est
l'APA en tant que telle. C'est un tuyau, c'est une boîte aux lettres qui permet d'envoyer et d'avoir un déclaratif TVA plus rapide, en gros, pour le gouvernement. Et ce canal-là, il ne doit pas interférer avec les canaux de transmission qui sont inter-entreprises. C'est un canal qui est intra-entreprise. Et l'inter-entreprise, il va aussi avoir il y a un enjeu d'interopérabilité, mais qui n'est pas lié à l'APA. Et c'est ça qui est plus facile à cerner dans un modèle belge, avec finalement ton outil qui est un access point PayPal et qui permet d'envoyer, transmettre sur ton numéro de TVA qui lui est identifié non pas dans un annuaire mais au sein du réseau. Et du coup c'est plus simple parce qu'il n'y a pas cette distinction entre une solution compatible qui a à la fois une PA et donc du coup on parle dans le jargon de la PA Penny Lane et les gens pensent que la PA Penny Lane c'est aussi l'outil de production comptable alors qu'il faut distinguer les deux. C'est totalement différent. Et c'est ça qu'il faut vraiment que les gens comprennent dans l'écosystème. Top. Ouais. Tu as dit un truc super intéressant, Charlotte, et je voulais rebondir dessus, c'est l'image, un peu la marque que tu es capable de construire. Vous avez tous des marques fortes. Ça s'est construit aussi au fur et à mesure du temps. En dehors de ça, est-ce que ça est déjà arrivé d'intégrer aussi des solutions parce qu'elles avaient une marque forte et donc pas forcément avoir un gain financier, mais aussi, enfin indirectement oui, mais aussi un gain de visibilité pour justement vous. Est-ce que ça c'est quelque chose que vous regardez ou pas du tout? Je dérive légèrement, mais je trouve la question intéressante. Je pense que quand on choisit, donc de facto à nouveau, comme on maîtrise l'ensemble de la chaîne de valeur, il y a très peu de métiers entre guillemets qu'on n'a pas intégrés nous-mêmes. Mais quand on s'intègre ou quand des gens nous challengent et nous choisissent, c'est très clair que dans nos benchmarks parfois, nos sous-traitants critiques sont importants. Et donc là, nous, on a dans la façon dont on a choisi nos propres sous-traitants critiques, on fait attention à leur réputation, à la validité de leur marque. Et très clairement, on se posait la question de est-ce que à choisir cet acteur plutôt que cet acteur, est-ce que demain, quand moi je vais être choisi par mes clients, je vais pouvoir dire vous inquiétez pas, par exemple sur le paiement. Je prends un exemple très concret. Sur le paiement, on a choisi Memo Bank. C'est une super marque. Tout le monde sait que d'un point de vue technique et d'un point de vue opérationnel, il n'y a aucun incident. Du coup, quand on est choisi par des grandes banques comme Société Générale ou autres pour les équiper, ils savent que sur le plan du paiement ou sur le plan ce genre de choses, voilà. C'est le type d'exemple sur lequel on peut être challengé et nous, on peut faire attention dans nos prestats. Et ensuite, de facto, c'est parce qu'on fait du financement, c'est assez important pour une entreprise à nouveau de savoir qui est derrière et à qui ils confient leur BFR, comme ils disent. Okay. C'est vrai qu'on a moins cet effet-là direct, mais on commence à avoir un effet indirect d'avoir des tech partners qui veulent faire partie de nos connecteurs parce qu'on a une belle exposition avec une base client qui est intéressante, où ils veulent exposer leur API et ils savent que ces acteurs-là ne vont pas passer via des intégrations en direct avec eux. Ouais. Et donc on commence à avoir maintenant un effet inverse d'éditeurs qui veulent rejoindre notre catalogue de connecteurs. Pour être distribué aussi derrière, quoi. Exactement. Ouais. Voilà. En fait, je pense que ça vient avec l'usage, quoi. Mais c'est pas seul. Enfin, on n'a jamais fait un truc juste pour la brand. On a une bonne brand awareness en France. Par contre, on se lance en Allemagne où on en a moins. On a décidé d'accélérer en mettant des beaux noms comme du Shopify, etc. Mais c'est parce qu'il y a aussi les clients qui en ont besoin derrière. Donc oui, ça va aider, mais ce n'est pas le besoin primaire. Et en revanche, je pense qu'en France, comme on commence à avoir une belle image de marque, à l'inverse, je pense qu'il y a pas mal de partenaires qui démarrent leur activité, qui ont 3-4 clients et qui veulent déjà construire une intégration Penny Lane. Là, en ce moment, on reçoit, je dirais, une vingtaine de demandes entrantes de partenariats technologiques pour créer des intégrations avec nous par semaine. Donc c'est assez énorme en volume. Il y a beaucoup de petits SaaS qui démarrent soit dans Cloud Code et qui ont 0 client, soit qui en ont 3-4 et qui veulent déjà créer une intégration Penny Lane. Ouais. Voilà. Donc je pense qu'ils ont peut-être un client qui l'a demandé, mais c'est aussi pour le rayonnement. Ils espèrent aussi, s'ils sont distribués sur notre marketplace d'applications, eux aussi avoir de l'acquisition derrière. Ouais, donc c'est à l'inverse, toi, c'est aussi un peu tout ce que vous disiez tous, c'est la marque que vous avez créée aussi derrière permet d'être distribuée plus facilement, quoi. Ok. Je vous amène un peu forcément sur l'IA, ça bouleverse un petit peu aussi tout ce qu'on voit aujourd'hui. Comment ça change tout ce que vous allez construire dans le futur? On parlait un peu tu avais mentionné MCP, etc. Est-ce que ça, c'est des choses qui sont en train d'être construites chez vous? Est-ce que vous allez avoir un serveur MCP? Comment est-ce que ça va après jouer sur vos intégrations? Comment vous voyez ça un petit peu sur les 12 prochains mois? Ouais, je peux continuer. Sur le serveur MCP, je pense qu'il sortira
à peu près en même temps que cet épisode. Bientôt. Bientôt, ouais. Donc ouais, on est en train de le finaliser. Pour nous, c'est essentiel en fait si on veut rester concurrentiel et compétitif. Ceux qui vont se fermer à ça, ils n'ont pas compris que les entreprises et les entrepreneurs, ils veulent pas avoir 20 points d'entrée comme le disait Charlotte. Donc il faut qu'on soit présent. En fait, c'est go where customers are, quoi. Pick them where they are. Donc si tu vas pas dans leur agent, si tu vas pas dans leur GPT, dans leur cloud, c'est foutu, quoi. Donc Mistral. Mistral, ouais, exactement. Donc nous, là, on est en train d'aller voir tous ces acteurs-là, Chat, Mistral, Claude, Make, Dust, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Ouais. Ok, génial. Ouais, vas-y Charlotte. Ouais. L'IA, ça a plusieurs éléments. La première, c'est que ça nous permet de shipper des produits nouveaux de manière beaucoup plus rapide. On a sorti une carte de crédit, une vraie carte de crédit, sans compte à ouvrir et à précréditer auparavant. Donc on est la première vraie carte de crédit en France, entre guillemets. Et ça, c'est un produit qui a été shippé en quelques semaines chez nous par des ingés. Et clairement, la capacité à shipper si vite, à Claude Code en l'occurrence, a pas mal aidé. La deuxième, c'est d'arriver à personnaliser encore plus, à des niveaux encore plus élevés, avec des recommandations aux clients qui vont être très personnalisées, etc., grâce à la force des LLM par rapport à du machine learning prédictif. Et puis la troisième, ça va permettre aussi encore plus d'automatiser les ops. Et automatiser les ops, ça veut dire répondre aux clients de manière plus rapide encore. Donc chez nous, 97% du flux est aujourd'hui complètement automatisé. Il y a encore certaines opérations où les clients doivent venir sur le support, nous demander des choses et nous, on analyse à la main. Et là, on est en train de développer en termes de gouvernance, de sécurité des données, de sécurité du mode de décision, des agents qui vont pouvoir répondre directement aux clients et prendre des décisions dans un cadre formalisé, une gouvernance formalisée. Et donc le client va pouvoir en fait demander une hausse de l'encours chez nous, des choses comme ça, directement dans l'app de facto. Et ça, c'est complètement révolutionnaire, mais c'est plus en fait derrière tout ce que ça tire en termes de décision par des agents, de gouvernance, de respect de notre cadre d'appétence au risque, etc. Et là-dessus, on est en train vraiment de construire pour ce sera un release dans les prochaines semaines, mois maximum. C'est un gros sujet chez Shift. Et on sortira notre MCP, je pense, un tout petit peu après la sortie de cet épisode aussi. Et dans le MCP, c'est vrai que donc, nous, historiquement, on a cette connectivité via l'Unified API. Donc, on a vraiment cette possibilité, cette capacité de pouvoir gérer et orchestrer 150 connecteurs sur des verticales qui sont complètement différentes. Et tout ça, forcément, aujourd'hui, on veut le ramener dans des use cases qui sont vraiment propres à l'IA, avec des LLM et des agents. Donc, tu as nommé Make, Dust, etc. On est aussi en discussion avec eux pour ramener la connectivité de connecteurs Penny Lane au sein d'un MCP. Mais le réel avantage, c'est que tu vas pouvoir aussi orchestrer dans une même discussion un agent qui va contextualiser ou un prompt qui va contextualiser une demande sur à la fois des ventes que tu as effectuées dans ton système caisse ou dans ton système e-commerce, et puis après interroger dans la même discussion quel a été mon délai de paiement client le mois passé, etc., etc. Et donc comme on a cette connectivité qui amène plusieurs types de données, cette orchestration, voilà, on veut ramener cette connectivité dans les ARA en fait. Ce qu'on ramène en plus, c'est la notion de data layer. Donc c'est aussi avoir la capacité de pré-stocker cette donnée pour réduire la fenêtre contextuelle et pour pas cramer ton token. Parce qu'aujourd'hui, le token, c'est quand même une denrée rare. On a vu quelques acteurs qui ont cramé leur budget en quelques mois. Et ce qu'on a observé, nous, parmi nos connecteurs, c'était notamment Xero qui a fait un des premiers moves officiels en tant que MCP et vraiment connecteur natif Anthropic il y a quelques mois. Et tout ça, c'est parti du constat que le SaaS de demain, il se doit de ne pas être un simple ledger. Il doit aussi pouvoir ramener aller exactement là où tes utilisateurs vont vouloir que tu sois. Et ramener de la stickiness d'utilisateurs par notamment de l'embedded finance, des embedded services directement dans ton SaaS. Parce qu'une des choses qu'on a eu par contre qui était plutôt négatif pour Shift, c'est que on a eu pendant toute la phase du lancement de Claude Code, Magic, etc. il y a quelques mois, la principale préoccupation qui était ouais mais j'ai pas besoin de Shift parce que maintenant je peux lâcher un prompt, je donne ma doc API et j'ai accès à tout. Ce que les gens percutent moins, c'est qu'une intégration, c'est de la maintenance. Enfin, c'est du développement, c'est de la maintenance et derrière il y a surtout une relation humaine avec les acteurs.
Penny Lane en tant que connecteur Shift, c'est une relation qui est quasi sur des échanges hebdomadaires. Et on a plein de connecteurs comme ça où il a fallu passer sur de la vraie contractualisation pour ramener cette connectivité et développer un Le partenariat et l'alliance resteront humains. Ils resteront humains, c'est clair. La façon dont je le vois, c'est ça va pas forcément l'IA en interne va pas t'aider à faire ton go-to-market. Un peu après par des agents marketing, par du ciblage, du SEO, SIA, etc. Tu peux créer des agents qui améliorent là-dessus, sur la brand, on en parlait tout à l'heure, ou des choses comme ça. C'est sûr que c'est pas ça qui va faire ton top of funnel. Mais par contre, moi je pense que l'IA dans des boîtes bien structurées et à nouveau avec la gouvernance qui va avec en termes de décision produit, en termes de cohérence, peut t'améliorer quand même beaucoup ton funnel. En t'aidant à multiplier les produits, en les productisant de manière plus spécifique, ça va te permettre d'activer certains clients. Avant, on était souvent quand même à choisir. Ok, j'ai une force technique et notamment les techs et les produits. En fait, il fallait prioriser entre différents produits. Aujourd'hui, un tech, il peut avoir 4 commandes sur son ordi qui tournent en parallèle. En fait, il structure, il design. Ensuite, il y a les agents les Claude Code notamment qui codent, qui produit. Ça permet de déployer beaucoup plus de produits et de plus avoir à prioriser pour activer. Donc, ton funnel peut quand même être bien amélioré et je pense qu'il y a une vraie accélération dans la capacité des boîtes qui utilisent les IA de manière assez efficiente à pouvoir shipper beaucoup plus vite pour améliorer ton funnel. Soit des nouveaux produits, soit de la customisation de produits. Voilà. Et ensuite, les LLM permettent, à nouveau dans la personnalisation des produits et des expériences, je pense également quand même créer un vrai différenciant entre les nouveaux entrants et ceux qui auront utilisé l'IA et qui auront intégré ça dans leur process et dans leurs UX. Ouais, 100%, je te rejoins peut-être Arnaud, je comprends tout ce que vous avez dit. Et en fait, oui, l'IA va permettre de shipper plus vite. Et du coup, le risque, c'est de shipper de la merde, quoi. En gros, donc c'est là où ce que tu dis, la gouvernance est hyper importante. Et en effet, ceux qui vont pas réussir à prendre le recul et avoir... il y a quand même du coup de la priorisation et de la research qui... En fait, voilà, je pense que le métier va devenir sur des tâches plus intéressantes et intellectuelles que sur de la pure production, en fait. Parce que tu vas pouvoir industrialiser la production. Et du coup, si tu n'as pas ce cerveau et des gens seniors, c'est ça qui va être un peu dur aussi dans l'écosystème, c'est-à-dire ceux qui sortent d'école, ce sera aussi peut-être une période très compliquée pour eux. Mais si tu n'es pas capable de savoir quoi builder pour apporter de la valeur, tu vas shipper plein de merde, quoi, voilà. Donc c'est ça le risque que tu peux avoir. Et puis il va pas falloir noyer le client face à plein de produits, et donc en fait le travail de se dire quel produit je propose quand à quel client, et en fait j'ai un client qui vient, quel est le produit dans ma palette de produits qui du coup sera plus étoffée, quel produit je lui propose, est-ce que je lui restreins en faisant ça, je lui restreins finalement ses choix, ou est-ce que c'est pour plus d'efficacité. Tout ce travail très fin en fait du go-to-market et de conversion, d'activation des clients et d'orientation sur certains produits et pas d'autres, c'est en effet là que va être beaucoup la valeur, et c'est quand je parle de gouvernance, c'est notamment là-dessus en fait. Ouais, mais peut-être deux dernières questions après on va clôturer, mais justement cette partie go-to-market et peut-être même data derrière, c'est le but, c'est ce que tu disais, toi tu as BU par exemple chez Penny Lane, mais après tu vas beaucoup discuter avec le Customer Success, Sales, etc. pour je pense aussi avoir les remontées terrain de ce que ont besoin et tes prospects et tes clients. Comment vous utilisez aussi la data qui est peut-être remontée par vos partenaires pour justement prendre des décisions et stratégiques niveau produit et aussi orientation de boîte? Est-ce que ça c'est quelque chose qui intervient aussi dans vos boîtes ou pas forcément? Oui, bien sûr. Donc on a des cockpits pour chacune de nos intégrations. On connaît l'usage, le MRR de nos clients attachés, donc ça va forcément peser dans le choix, est-ce qu'on continue d'investir ou pas dans cette intégration, est-ce qu'on la maintient, est-ce qu'on ajoute des fonctionnalités, ou au contraire est-ce qu'on la kill, donc ça nous aide dans ces choix-là. Il y a aussi, ça arrive, on se dit qu'on a lancé une intégration via du buy ou du partner au départ, et en fait on se rend compte qu'elle prend, on veut commencer à owner plus l'expérience nous-mêmes, on décide de le build finalement in-house, quoi, tu vois. Ça peut être ça aussi. Génial. Écoutez, je vais clôturer. Alors, en tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir tous les trois. Si jamais il y a des questions additionnelles de personnes qui vont nous voir ou nous écouter, comment est-ce qu'on peut vous contacter tous les trois? LinkedIn. LinkedIn, pareil. LinkedIn, pareil. Parfait. Bon, voilà, c'est super simple. Merci à tous les trois encore. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Et puis, comme toujours, je vous invite à vous abonner à Alliance, d'aller liker cet épisode et les partager autour de vous. C'est comme ça qu'on se fait connaître. Et puis, je vous retrouverai prochainement avec grand plaisir. À bientôt. Merci à tous.